Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui une vidéo un tout petit peu particulière car c'est tout simplement une question que l'on m'avait posée sur laquelle je me suis penché et je n'ai pas trouvé de solution clé en main, de package qui a implémenté ça directement. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas je n'en ai pas trouvé. Et donc face à cette situation, je me suis dit on va reconstruire un petit peu ça de manière bah, enfin pas automatique, mais on va le faire soi-même et régénérer les commandes qui vont permettre de le réaliser. Alors de quoi je parle en particulier? C'est tout simplement comment réaliser des flèches qui permettent de mettre en évidence la distributivité par exemple, et également dans le même esprit comment réaliser des flèches qui permettent de réaliser un tableau de proportionnalité ou pour mettre en avant une relation entre deux éléments. Puisqu'après, ce genre de choses-là, vous voyez ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement des flèches à rajouter avec un petit peu de texte. Donc après, vous pouvez le décliner selon vos utilisations. Donc l'idée, c'est comment réaliser ces flèches-là en LaTeX de manière le plus simple possible. Alors j'ai utilisé le package Tigs pour faire ça qui permet de générer des dessins que l'on intègre dans nos documents LaTeX. Et étant donné, comme je vous l'ai dit, que ça pourrait vous intéresser, je me proposais de faire une vidéo pour voir pas à pas toute la construction. Ça permettra de vous faire un petit aperçu de Tigs, de quelques options possibles. Donc, on va tout de suite commencer avec un document tech minimal, comme toujours, la classe article, la balise de début et la balise de fin de document. Je vous ai dit qu'on allait utiliser le package Tigs, donc forcément on va le charger via la commande usePackageTigs. Donc là, parfait, les commandes et les environnements Tigs sont chargés. Et maintenant, on va commencer tout de suite avec notre premier exemple qui est celui de la distributivité. Donc je vais nous donner une base de travail sur laquelle nous allons ensuite rajouter les flèches. Donc A multiplié par B plus C est égal à A multiplié par B plus A multiplié par C. Donc parfait, je compile, je vous montre le résultat. Voilà, nous avons le résultat. Donc ça c'est notre équation de départ et c'est sur cette équation que nous allons rajouter des flèches. Donc on va avoir une flèche qui va aller de A sur B et une flèche qui va aller de A vers C. Alors pour réaliser ces flèches-là, tout d'abord il faut savoir que l'idée m'est venue en surfant un petit peu sur différents forums d'aide, d'entraide. Je pourrais pas vous dire exactement quelle est la personne qui m'avait donné l'idée principale, mais bon, disons que c'est une fusion de pas mal de choses, et ensuite j'ai revu un petit peu ma sauce. Mais donc ici, le principe, il est de travailler en deux temps. Alors pourquoi travailler en deux temps? Tout simplement pour que ce qu'on est en train de réaliser, ça soit réutilisable. Premier temps va être de marquer, de mettre des petits points rouges, entre guillemets, sur les zones importantes de nos flèches. Alors les zones importantes de la flèche, c'est tout simplement le début d'une flèche, c'est le début et la fin. Donc ici on va mettre deux marqueurs, un marqueur au niveau du A et un marqueur au niveau du B. Ça sera la première étape. Et la seconde étape, c'est de réaliser une flèche qui va aller d'un marqueur à un autre marqueur. Donc on va tout de suite commencer la première étape de la création d'un marqueur. Donc on va générer une commande. Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est pour simplifier et pour que ça soit réutilisable. Donc une nouvelle commande, new command. Je vais l'appeler, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, marqueur. Donc new anti-slash new command anti-slash marqueur. Et quand on va appeler la commande marqueur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer un point de référence à l'aide de Tigs. Donc à l'aide de Tigs, ça va se faire... déjà, on va lui préciser qu'on va utiliser Tigs. Donc ça va se faire en utilisant anti-slash Tigs. Et il faut bien comprendre que les commandes Tigs, ce ne sont pas des commandes LaTeX de base. Alors, la grosse différence, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser la commande Tigs, ou des commandes Tigs en général, vous allez devoir finir chaque opération, chaque ligne, par un point virgule, pour dire, voilà, ça va être ce caractère qui permettra de dire au compilateur, attention, ça s'arrête là, on passe à une autre commande. Donc moi, par habitude, en tout cas quand je n'oublie pas, dès que je mets une nouvelle ligne, on met un point virgule, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier, et sinon, le compilateur va nous insulter, il faudra trouver l'erreur. Donc ici, je précise que je travaille en Tigs. Ensuite, je vais pointer les choses. Je vais mettre mes marqueurs. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nœud, un point, donc avec la commande anti-slash node. Et à cet endroit-là, il va falloir afficher quelque chose. On va afficher par exemple un petit X.
Et si je ne dis pas de bêtises, là, au niveau du A, je vais appeler ma commande marqueur. Et je compile. Vous voyez, et ici, voilà, parfait. Donc, on a créé notre commande marqueur. Et vous voyez ici, au niveau, dans mon code, là, dans mon code tech, j'ai écrit le marqueur juste après le premier petit A. Donc, juste après le premier petit A, on a le fameux X qui permet de distinguer le début de la flèche. Je peux faire de même pour B et pour C. Je compile. Et là, vous voyez, on a nos marqueurs identifiés. Bon, alors, c'est très intéressant. C'est une étape clé. Par contre, ça ne va pas suffire. Imaginez-vous, je crée sur ma feuille 50 marqueurs et je veux générer ensuite des flèches entre ces différents marqueurs. Comment va faire Tix pour savoir qui est le point de départ et qui est le point d'arrivée? Il n'y a aucune raison, quand j'ai mis ces 3 marqueurs, de savoir qui est la fin, qui est le début. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est donner des petits noms aux nœuds, des petits noms aux marqueurs, pour ensuite réutiliser ces noms pour aider Tix à savoir où commencer, où finir. Donc au niveau de la commande anti/node, on va lui donner un nom. Donc on va mettre une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. C'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre le nom. Et je vais lui donner un nom qui va être tout simplement un nom qui va changer à chaque fois que j'appelle le marqueur. Donc pour faire simple, au moment où on va appeler le marqueur, on va donner un argument obligatoire qui sera le nom du marqueur. Donc là par exemple, comme c'est un A, je vais l'appeler A. Le second, je vais l'appeler B. Et le troisième, je vais l'appeler C. Remarquez que dans les noms des nœuds, il me semble qu'il n'est pas possible de mettre des chiffres et des nombres, donc uniquement des lettres. Donc on va mettre ABC ici. Et là, donc maintenant on a une nouvelle commande qui va prendre un argument obligatoire, donc il faut bien lui préciser à l'aide du crochet ici, on met un argument obligatoire, et cet argument obligatoire qui va être le nom du nœud, on le rappelle ici à l'aide de la syntaxe dièse 1. Maintenant, je compile, je regarde le résultat, rien n'a changé, mais nous maintenant, nous sommes en mesure d'identifier qui est qui. Donc là, c'est le marqueur A, le marqueur B, le marqueur C. Alors maintenant qu'on a nos marqueurs, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle de générer la flèche. Donc on va faire une nouvelle commande, new command, alors je vais l'appeler anti/flèche. Alors, vous l'aurez compris, c'est dans le même esprit que pour les marqueurs. On a créé les marqueurs avec des noms pour pouvoir savoir qui était le début, qui était la fin de la flèche. Donc là, dans la flèche, quand on va l'appeler, on va devoir lui donner 2 arguments obligatoires qui seront début et fin de flèche. Ensuite, nous sommes toujours en train de travailler avec Tix, justement parce que nous allons dessiner une flèche, donc immédiatement anti/Tix. Et le point virgule pour éviter les problèmes. Une fois que ça s'est réalisé, on va lui demander de dessiner quelque chose, dessiner une flèche. Donc dessiner, ça va se faire via la commande anti/draw, qui me semble ça veut dire dessiner en anglais. Et on va demander de lui dessiner quelque chose du nœud de départ jusqu'au nœud d'arrivée, au marqueur de départ, marqueur d'arrivée. Donc on va mettre le marqueur de départ, donc le nœud de départ, ça va être le nom qu'on aura mis en premier argument obligatoire. Le deuxième, c'est dièse2, deuxième argument. Et entre ces 2 points, on veut dessiner quelque chose. Qu'est-ce qu'on dessine? Alors on lui a dit qu'on dessine, mais on lui a pas dit quoi. Donc on pourrait dessiner un cercle, un rectangle, n'importe quoi. Là, ce qu'on veut, c'est dessiner une bordure, une ligne. Et voilà. Et à ce stade-là, si on compile, on devrait être satisfait. En tout cas, on devrait avoir un dessin, quelque chose d'affiché entre le marqueur A et le marqueur B. Pardon, entre le A et le B. Alors oui, d'ailleurs, j'ai dessiné la commande, j'ai compilé, très bien, ça marche. Par contre, j'ai pas du tout, à aucun moment, dit de dessiner la flèche, donc je vais le mettre ici. On va dessiner une flèche entre le marqueur A, justement, et le marqueur B. Et là, je vous dis tout de suite, ça va pas marcher. Mais je compile. Alors, à la compilation, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, j'ai mis un anti/edge, alors qu'ici, edge, ce n'est pas une commande, hein. C'est juste, il reconnaît tout seul l'expression. Ouais, je recompile cette fois-ci, c'est bon, ça fonctionne. Donc, et ça, là, ça ne marchera pas. Donc, a priori, il n'y a pas de dessiné, les flèches ne sont pas dessinées. Alors, le problème, ici, on n'a pas fait d'erreur, mais il manque un certain nombre de choses. Tout simplement, il faut bien comprendre comment Tix va fonctionner. C'est un petit peu comme quand vous accolez des mini-pages. Vous faites un environnement mini-page, un autre environnement mini-page.
Selon la largeur de la mini-page va être sur la même ligne ou sur la ligne d'après, mais elles ne vont pas se superposer. Le texte ne se superpose pas, sinon ça deviendrait illisible. Tiggs, par défaut, c'est le même principe. Quand vous écrivez votre équation et que vous lui demandez ensuite de dessiner une flèche, il va dessiner cette flèche après l'équation. Ça, c'est la première remarque. Mais là, vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas dessinée après. Deuxième remarque, il faut savoir que Tiggs, normalement, ça fonctionne dans un... Alors, il me semble que ça fonctionne en général dans un environnement qui s'appelle Tiggs Picture. Pour le dire, toutes ces commandes, elles font référence à cette image et pas à une autre image. Or, ici, à chaque fois qu'on appelle la commande Tiggs, c'est un petit peu comme si on faisait des images différentes. Et d'une image à l'autre, on a défini dans les premières images les marqueurs, et puis dans une autre image, on demande de dessiner une flèche. Sauf que ces images, a priori, elles sont indépendantes les unes des autres. Donc ce qu'on va faire, c'est préciser à Tiggs tout d'abord qu'il doit se rappeler des images précédentes pour pouvoir en tenir compte, et ensuite de ne pas les écrire à la fin de l'équation, mais de bien s'écrire par-dessus. Donc on va voir tout d'abord, pour lui dire de se rappeler de la position des marqueurs d'une figure à l'autre, on va rajouter ici en argument optionnel remember picture. Donc là c'est pour lui dire de se le rappeler. On va faire pareil pour les flèches. Donc là vous allez voir quelque chose va être dessiné. Voilà, donc là maintenant on a bien quelque chose qui est dessiné ici, mais comme je vous l'ai dit, c'est dessiné à la suite, ça n'écrase pas le texte, parce que c'est les critères de lisibilité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça écrase le texte. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est une autre option, qui est l'option Overlay, pour aller par-dessus. Et maintenant, vous voyez, ce qui est dessiné ici est bien sur l'équation. Et là, il ne se pose plus la question. Il relie notre premier marqueur à notre deuxième marqueur. Il relie bien les deux par une ligne. Donc, il y a plusieurs choses là qu'il faut bien identifier. La première, c'est que c'est une ligne, c'est pas encore une flèche. Alors on avance un petit peu, mais c'est pas encore une flèche. Alors qu'est-ce qui va différencier cette ligne d'une flèche? C'est tout simplement la flèche en bout, le symbole en bout de ligne. Donc ce qu'on va rajouter, c'est le symbole en bout de ligne. Donc ça va se faire encore une fois par une option, mais à une option à quel niveau? Au niveau de la ligne que l'on trace. Ici, la ligne, elle se trace au moment où on dit edge. Donc on va rajouter ici un argument optionnel qui va lui dire de mettre en bout une flèche. Donc comment ça se passe? On va d'abord mettre un signe moins qui signifie le corps du trait, le corps de la flèche, donc qui ne va pas être l'élément de départ et l'élément de fin. Et à la fin, on va lui demander de mettre la flèche qui va se faire avec ce mot-clé, que je ne sais pas du tout comment ça se prononce, tilth, qui représente la forme de la flèche qui nous intéresse. Alors bien sûr, il y a d'autres formes possibles, d'autres formes terminales. Vous pouvez reprendre Tiggs, le manuel et voir toutes les formes possibles. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Je compile et maintenant, voilà, premier progrès. On a vraiment une flèche. On n'a plus une ligne, on a une flèche. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez mettre un symbole ici, vous auriez tout simplement écrit à ce niveau-là le nom, le mot-clé de la terminaison que vous souhaitiez. Et là, vous voyez, on a une double flèche. Donc ça, c'est si ça vous intéresse pour réaliser des flèches à d'autres endroits. Donc parfait, alors je recompile, pardon, et on a bien notre flèche. Maintenant, c'est bien, mais c'est par-dessus le texte, et pour une flèche de distributivité, c'est pas forcément le plus malin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de passer au-dessus. Donc de lui donner une forme arrondie. Alors pour ce faire, eh bien, on va donner un certain angle au démarrage. Ici, il n'y a pas d'angle, donc on va tout de suite être horizontal, et on va lui donner un angle, pour lui dire de partir par exemple à 90 degrés, donc selon la verticale, de sorte que la flèche parte d'abord à la verticale, puis redescende toute seule vers le marqueur final. Donc cela se fait en rajoutant ici un argument optionnel, qui va être donc ici la courbure. On va lui demander de commencer avec, à gauche, un angle de 90 degrés. Je compile, et vous voyez le résultat, hop, vous voyez le début de la flèche, il part bien vers le haut, puis ensuite ça tourne tout seul pour atteindre le marqueur final. Donc là on a bien avancé, on a vraiment notre flèche, donc il serait peut-être temps quand même d'enlever les marqueurs, puisque dans notre expression on n'a pas besoin d'avoir les X, donc on va, au lieu d'afficher X, on va rien afficher du tout. Et puis on va même rajouter une deuxième flèche, on va rajouter la flèche qui va aller de A vers C. Vous voyez, au niveau de la syntaxe, c'est assez facile, hein, l'identifiant de départ, l'identifiant d'arrivée. On compile, et là, parfait,
on a quelque chose de beaucoup mieux. On a nos deux flèches et on n'a plus les marqueurs X. Sauf que on a un premier souci, vous voyez, c'est décaler un petit peu sur la droite. Alors, c'est pas forcément affreusement gênant, mais bon, moi, ça me satisfait pas, j'aime pas trop ça, donc on va voir comment modifier cela. Tout ça, alors déjà, première chose, vous voyez, on part d'ici. Pourquoi on part d'ici? Parce que, au niveau du marqueur, c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure pour la flèche, je ne l'ai pas mis l'argument overlay. C'est-à-dire que, quand j'ai mis le marqueur, d'abord j'écris le caractère A, puis je place un marqueur après le caractère A. Parce que Tiggs ne veut pas écraser ce qu'on est en train de faire. Donc moi ce que je veux c'est qu'il l'écrase pour qu'il positionne le marqueur vraiment au bon endroit. Donc je rajoute ici l'option overlay. Je compile et vous voyez le résultat, là tout de suite c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus proche. Sauf que on y a gagné, ça s'est rapproché, mais on y a perdu parce que c'est beaucoup trop proche. Et c'est un petit peu... c'est pas bien, c'est pas encore bien centré, et là, au niveau de la hauteur, c'est pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier, on va faire des décalages horizontaux, verticaux. Alors on pourrait faire en sorte de changer ça de manière automatique, que ce soit LaTeX qui identifie par exemple la taille de la zone du texte, qui se cale forcément au milieu de la zone de texte. Ça, on peut le faire. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une autre vidéo. En tout cas là on va faire ça à la main, pas de manière, enfin ce ne sera pas la méthode la plus optimisée, mais bon, ça va fonctionner. Donc ce qu'on va tout d'abord faire, c'est préciser que notre marqueur, on va le décaler légèrement. Parce que vous voyez ici le marqueur il commence juste après le A. Donc moi ce que je voudrais c'est le décaler au milieu du A. Donc je vais ici au niveau du nœud, rajouter un argument optionnel et lui demander de faire un décalage horizontal vers la gauche. Donc pour faire un décalage horizontal, on va utiliser la commande X Shift pour décalage selon X. Et je vais lui demander de faire un retour vers la gauche, donc quelque chose qui, par rapport à un axe des abscisses qui va aller de gauche à droite, va donc être négatif. Et je vais lui demander de décaler de la taille d'un demi-caractère. Donc un demi, ça va être 0,5, et un caractère, je prendrai la taille du caractère petit x. C'est pour ça que j'utilise un EX. Je compile, et maintenant, vous voyez, mes trois marqueurs sont bien au milieu, ou en tout cas beaucoup plus proches du milieu du caractère. Alors bien sûr, petit défaut avec cette technique, c'est que si je décidais un marqueur sur une expression qui était plus qu'un A, par exemple, je distribue le nombre 50, je compile, et vous voyez ce qui se passe, c'est que le marqueur, il est bien d'un demi-caractère, mais c'est pas que d'un demi-caractère qu'on aurait dû le décaler, c'est d'un caractère complet, pour l'avoir bien au-dessus du 50. Donc ça, on peut le modifier à souhait. C'est pas l'objectif ici, je vais pas non plus m'étendre trop sur ça. Je vous montre les réglages de base, après vous pourrez les changer selon vos goûts. Et de la même manière, on peut faire un décalage horizontal en rajoutant un autre argument qui va être un Y Shift. Donc là, cette fois-ci, par rapport à mon image, je veux que ça soit monté sur l'axe des ordonnées. Donc on va monter ça d'un demi-caractère, par exemple. Donc on va faire un plus 0,5 EX. Alors là, je suis pas sûr que le plus soit nécessaire. Je compile. Vous voyez ici, bon, alors on a quelque chose qui est pas mal. Alors, même au niveau du B, c'est pas encore assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler d'un caractère complet. De la taille d'un... Alors là, c'est pas forcément d'ailleurs très opportun, puisque j'ai augmenté la hauteur verticale, de la taille, de la largeur d'un petit x. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser la hauteur d'un M majuscule. Donc au lieu de mettre un EX, on va mettre un EM. Voilà, on est d'ailleurs la hauteur d'un M majuscule, c'est beaucoup trop grand, donc maintenant je vais reprendre la moitié. Voilà, et là on a quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant. Donc voilà une façon de réaliser nos flèches. On a construit pour l'instant les marqueurs et les flèches. Et maintenant on peut à souhait modifier les choses. Alors on aurait pu rajouter des arguments options. Alors vous voyez les décalages ici que j'ai mis, les décalages horizontaux et décalages verticaux. On peut aussi les mettre non pas au niveau des marqueurs, mais au niveau des flèches, c'est-à-dire qu'au niveau des nœuds de départ, des nœuds d'arrivée au niveau des flèches. On peut même faire en sorte de rajouter ces arguments. On peut jouer un petit peu avec ces arguments à différents endroits. On n'est pas obligé de les mettre là où je viens de le faire. Alors, voilà une première chose. Alors ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est par rapport à
par rapport à la première figure que je vous ai montrée, donc qui est là, c'est comment réaliser donc un tableau de proportionnalité et deux choses, rajouter à côté de la flèche une expression et éventuellement un petit cercle pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc on reprend notre fichier, on va mettre, voilà, donc ici, je vais mettre ça à la fin, on va rajouter donc un tableau. Hop, avec donc la commande, je vais centrer le tableau par rapport à la page, donc begin center, end center, environnement, puis l'environnement tabular. Ici je vais mettre 3 colonnes et je vais mettre 2 lignes. Donc on va mettre 1, 2 et 3, et puis 4, je sais pas, 8, donc c'est du, tant qu'à faire on va mettre un peu de sens. Et 12, donc là ici on va créer un tableau de proportionnalité. Où ici, pour passer de la première ligne à la seconde ligne, on doit multiplier par 4. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc maintenant, on va placer des marqueurs. Alors à quel endroit on va mettre des marqueurs? Aux endroits où on va mettre les flèches. Est-ce qu'on veut mettre une flèche à gauche du tableau ou une flèche à droite du tableau? Donc dans cet exemple-là, vous voyez, j'ai mis une flèche à droite. Bon, je vais mettre une flèche à gauche. Donc je vais mettre un marqueur au niveau du 1 et un marqueur au niveau du 4. Donc au niveau du 1. Et je réutilise, et c'est ça qui est intéressant, je réutilise les commandes qu'on a créées tout à l'heure. Je crée un marqueur que je vais appeler A et un marqueur que je vais appeler B. Alors il faut bien comprendre ici, vous voyez, je réutilise A et B. Je suis en train d'écraser les marqueurs précédents. Donc tout à l'heure j'avais, pardon, alors précédents même pas puisqu'ils sont après. Je définis plusieurs fois le marqueur A, c'est-à-dire qu'en gros je renomme le nœud. Donc tant que la flèche que je dessine, elle est insérée avant la nouvelle définition des marqueurs, il n'y aura pas de souci. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter la flèche juste après. Et elle va aller du marqueur A au marqueur B. Je compile, et a priori, hop, ouais, on a notre résultat, on a notre flèche là un petit peu qui se dessine. Sauf que, bon, c'est pas forcément opportun, vous voyez que ça ne va pas bien, parce que là, l'angle qu'on a donné, alors la direction naturelle, on veut aller de 1 vers 4. Donc la direction naturelle, c'était d'aller verticalement, donc ici plus précisément, vers le bas, et non pas vers le haut. Je lui demande par rapport à cette position de référence, de faire un angle de 90 degrés dans ma commande. Donc forcément, ici, alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais la flèche, elle commence à partir d'abord à droite, de manière horizontale, puis elle courbe. Donc dans ce cas-là, vous avez plusieurs solutions envisageables. La première, c'est de mettre non pas 2 arguments ici obligatoires pour la flèche, mais d'en mettre 3. Donc le point de départ, le point d'arrivée et puis l'angle que vous voulez utiliser. Ou vous pouvez aussi définir plusieurs types de flèches, c'est-à-dire des flèches qui vont relier des éléments qui sont sur une même ligne horizontale, des flèches qui vont relier des éléments sur plusieurs lignes verticales, enfin sur une ligne mais ils sont alignés verticalement. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais garder le même contexte, c'est-à-dire la même commande, mais je vais rajouter un argument obligatoire. Alors maintenant il y en aura 3. Et ensuite je vais, donc bien sûr attention, je vais choisir d'abord de donner l'angle, puis le nom des nœuds. Donc je vais tout décaler les numéros des nœuds. Et au lieu de mettre 90 ici, je vais mettre l'argument 1. Donc quand j'appelle les flèches dans mon expression avec les flèches de distributivité, je vais rajouter le fameux 90 pour qu'il n'y ait pas de souci. Dans mon tableau de proportionnalité, pour obtenir exactement le même résultat que pour l'instant, j'écris mon 90. Et là, rien n'a changé. Mais maintenant, au lieu d'avoir un 90, ce que je vais faire, c'est je vais tourner de 180 degrés de plus. Donc ici, on va mettre 270. Si je compile, vous voyez le résultat, on a la flèche qui est dans le bon sens. Donc référence de base, ici c'était de haut en bas. Je tourne de 270 degrés et j'ai ma flèche qui part avec le bon angle. Alors ça c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau des décalages, au niveau de la position du début du marqueur et la fin du marqueur, c'est pas super. Parce que déjà c'est pas bien aligné au milieu de la case, c'est un petit peu trop collé, donc là on peut jouer avec le X shift, le Y shift pour décaler tout ça, mais vous voyez c'est pas très malin dans le sens où ce que j'ai fait là, ce marqueur là est bien pour positionner des flèches au niveau d'une expression et pour positionner des flèches qui sont au-dessus
d'expression. Par contre, sur le côté, ça ne va pas bien. Donc là encore, une solution, on rajoute des éléments au niveau des marqueurs, c'est-à-dire au lieu de mettre X shift, Y shift comme des paramètres ici fixes, des choses qu'on ne peut pas toucher, on peut rajouter ça en paramètres. Donc là, je vais le faire. Hop. Donc premier élément, le décalage horizontal. Deuxième élément, ce sera le décalage vertical. Troisième élément, le nom du marqueur. Donc là, au niveau du marqueur, alors ça se complique un petit peu au niveau de la syntaxe du marqueur, mais c'est pour avoir un alignement qui nous plaît. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais moi, je trouve que ça donne quelque chose de plus joli. Alors d'abord je vais remettre les marqueurs à la fin de notre expression. Donc c'est ici que je me perds. Voilà, ici, on est dans la zone horizontale. Donc je mets deux arguments. Le premier, je décale, on a dit horizontalement d'un demi. Je monte d'un demi. Et je vais faire pareil pour les deux autres marqueurs. Et par rapport à notre tableau, donc là notre tableau c'est légèrement différent. Hein. Ce que je veux c'est que horizontalement ça se décale par exemple d'un caractère complet. Et verticalement, j'ai pas envie que ça se décale. Donc je vais mettre 0. Et si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait marcher. Voilà. Alors au niveau de l'expression distributivité, ça n'a rien changé. Par contre au niveau du tableau, vous voyez, c'est pas encore super. Au niveau du X, on a décalé d'un demi, enfin de la taille d'un caractère, mais c'est clairement pas suffisant. Vous devez sortir complètement. Et au niveau vertical, vous voyez, on est au niveau de la ligne de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter d'un demi-caractère et je vais décaler par exemple 2-3 caractères. Encore une fois, là, c'est quelques ajustements. Personnellement, je suis... Alors, ça part... Oui, pardon, je dois décaler à gauche. Donc c'est négatif. Et même maintenant que je le fais correctement, c'était trop d'ailleurs. Peut-être que 1 suffit amplement. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Et d'ailleurs, verticalement, c'est pas satisfaisant non plus. C'est un petit peu trop haut. Bon, comme je vous l'ai dit, personnellement, cette technique-là, j'aime pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est tout calculé de manière automatique. Et il doit peut-être exister un package qui s'en occupe. Ou en tout cas, un outil bien dédié à ça. Bon, comme j'ai pas trouvé, j'ai tout reconstruit. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Maintenant, autre problème, vous voyez, la courbure ici, c'est très bien, sauf que au niveau de la flèche, c'est disgracieux à ce niveau-là. Vous voyez, la flèche est bien positionnée, mais ça mange un petit peu, alors que là, on voit que c'est beaucoup mieux. Donc c'est tout simplement parce que les deux points sont tellement rapprochés que la courbure n'est pas suffisante pour qu'on voit bien la flèche. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore un argument optionnel pour lui donner une distance minimale quand la flèche doit justement réaliser sa courbure. Donc au niveau de la flèche, donc qui est, je vous rappelle, au niveau du edge, on va lui rajouter un argument qui va être min-distance, qui va être justement la distance minimale pour laquelle elle doit s'éloigner. Donc ici on va mettre par exemple, elle va s'éloigner de 1 EM. Je compile, et là vous voyez, hop, on a quelque chose ici, donc cette distance-là entre le début et la fin de courbure, qui est censée faire 1 EM, enfin la taille, la hauteur du M majuscule. Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné que je suis en train de justement de définir une distance horizontale, peut-être que 1 EM ce serait pas le plus intelligent, il faudrait mettre plutôt utiliser la largeur d'un petit x. Mais comme les flèches, j'ai une seule commande de flèche, c'est pas... il faut que je choisisse à un moment. Soit j'utilise les EM, soit j'utilise les x. Alors bien sûr, encore une fois, c'est à vous de choisir. Moi, dans mon utilisation personnelle, j'ai défini deux types de flèches, des flèches horizontales et des flèches verticales, justement pour que ces ajustements soient plus naturels. Très bien, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment ajouter ici ces symboles-là au niveau de la flèche. Donc on reprend notre document tech, et quand on va dessiner la flèche, on va créer un nœud particulier qui sera positionné au milieu de la flèche. Donc ici, la flèche elle est là, avec tous ces arguments optionnels. Juste après l'avoir dessiné, ce que je vais dire, c'est que je vais créer un nœud, donc node. Alors ici, je suis pas un grand connaisseur de TIGS. Vous voyez, c'est qu'ici j'utilise node, mais je n'utilise pas l'anti-slash.
ce que j'avais fait ici, quand j'avais créé le nœud. Mais a priori, là, c'est pas nécessaire. Et je vais préciser un certain nombre de choses. Je vais dire que ce nœud va être positionné à la moitié de la flèche. Donc, pour la moitié, c'est à la moitié du chemin. On va mettre le mot-clé midway. Et ce qu'on va mettre, c'est un argument qui sera... on va mettre... Alors, on va faire ça après, par contre. Donc, on va la positionner au milieu de la flèche, puis on va lui dire quoi afficher. Donc, ça va se faire avec les accolades ouvrantes, accolades fermantes. Et ça va être un paramètre, puisque quand on va appeler la flèche, quand on va dessiner une flèche, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va écrire. Donc, je vais rajouter un quatrième paramètre à flèche, qui sera, ici, ds4, le contenu à afficher au milieu de la flèche. Donc, on reprend nos exemples. Ici, pour notre tableau, je vous ai dit que c'était un tableau de proportionnalité où on passait de l'un à l'autre en multipliant par 4. Donc, je vais lui dire que c'est multiplié par 4. Par contre, au niveau des flèches de distributivité, vu que j'utilise le même prototype pour tout le monde, je vais juste rajouter ici un argument, une case pour l'argument, mais je ne vais rien mettre pour ne rien écrire. Je compile, vous voyez le résultat, distributivité, rien ne change. Par contre, là, on a bien notre flèche avec écrit notre multiplié par 4. Oui, mais là, vous allez me dire tout de suite, il y a un souci. Oui, quel est-il ce souci? C'est superposé sur la flèche. Bien sûr, c'est le nœud au milieu de la flèche se trouve où je suis en train de mettre ma souris, donc il écrit le texte exactement à cet endroit-là. Et là, eh bien, on peut préciser la position du texte par rapport à ce nœud en utilisant des options. Donc, au niveau du nœud qui est ici, hop, qui est là, vous voyez, j'ai mis une option qui précisait que je voulais que ça se dessine au milieu de la flèche. Je peux aussi préciser si je veux que ça soit fait au-dessus de cette position, en dessous, à gauche ou à droite. Donc là, par exemple, je veux que ça soit à gauche, donc j'utilise le mot-clé left en anglais pour gauche. Je compile, je regarde le résultat, vous voyez, donc j'ai mon nœud et tout mon texte est situé maintenant tout à gauche. Donc là, encore une fois, vous voyez que puisque j'utilise deux commandes simples, une pour le marqueur et une pour la flèche, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais écrire quelque chose, ça sera mis à gauche, à gauche du nœud. Donc si dans la distributivité, j'avais eu besoin d'écrire quelque chose, regardez ce qui se passe, je compile, vous voyez, le X est écrit à gauche de cette position. Donc ça n'aurait pas convenu. Donc là, vous avez plusieurs solutions, toujours la même. Soit vous générez plusieurs flèches, soit vous rajoutez encore un argument à votre commande flèche, en précisant quel mot-clé vous allez insérer ici. Donc là, je ne vais pas le faire, mais si on avait mis un autre argument, vous avez compris comment on fait, hein, il suffit juste de changer ici le numéro de l'argument et rajouter. Et avec les mots-clés qui sont left, right, above et below, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous avez ici, là c'est au-dessus du nœud et ainsi de suite. Je vous montre un petit peu les autres, en dessous, voilà, et si on avait changé pour le mettre à droite, on aurait mis right. Voilà, donc ici je vais juste rester sur cet exemple-là. Voilà, et dernière petite chose, dernière petite fioriture pour que ça soit joli. Quand je lui demande de mettre le multiplié par 4, moi j'ai envie de mettre ça dans un cercle. Donc je vais dessiner un cercle. Je dessine, ça me permet aussi de revenir sur comment réaliser une ébauche de Tix. Donc anti-slash Tix. À la fin, je termine avec mon fameux point-virgule. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux représenter toute cette expression-là dans quelque chose. Donc je mets entre accolades parce que ça va être à l'intérieur de quoi? D'un nœud, justement. Donc anti-slash node. Donc j'ai pas besoin de donner de nom à ce nœud. Donc j'ai directement le nœud et le texte à insérer. Et ensuite, au niveau du nœud, je vais préciser ce que je veux faire. Hein. Donc en option, je vais préciser qu'il va devoir dessiner quelque chose. Donc il va dessiner quelque chose autour de ce texte. Et regardez par défaut ce qui se passe. Je compile. Et par défaut, il me dessine un rectangle qui entoure le texte. Et si je veux un cercle, je rajoute un autre argument optionnel qui est en anglais circle pour dire que je veux dessiner un cercle. Je compile. Et hop, j'ai mon cercle autour du multiplié par 4. Ensuite, il y a plein d'autres options relatives à Tix. Si vous voulez que ce soit ici que ce soit plus rapproché, il faut utiliser inner. Donc ça c'est pour intérieur. Set, c'est fixer la séparation. C'est sep pour séparation intérieure. Donc je vais mettre un point de séparation. Vous voyez, ici on a un cercle beaucoup plus petit. Si je mets 0 point, donc c'est que le cercle doit toucher, voilà, très très collé. Et voilà.
on a notre expression. Après, si vous voulez que ce soit plus joli, vous pouvez jouer sur les expressions. Par exemple, je vais mettre multiplier, le symbole multiplier, puis mon cercle, avec un 4 dedans. Allez, j'ai multiplié plus le cercle. Là maintenant, un point de séparation, c'est pas joli. J'en mets 2. Voilà, on peut jouer avec ça petit à petit. Bon, l'idée c'est toujours la même. C'est un petit peu comme le LaTeX. Il faut connaître les mots-clés, les commandes associées à Tix. Voilà, donc j'en arrêterai là sur cette vidéo. Je pense, alors j'ai pas vu le temps exact, mais à mon avis qui est extrêmement longue et qui vous a montré donc au final comment réaliser des flèches de A à Z avec Tix. Alors il y a plein d'autres options possibles, mais en tout cas on a vu une ébauche. Et ne pas les réaliser simplement, hein, juste rajouter des commandes, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus pragmatique, comment faire en sorte de gérer, de créer ces commandes pour réutiliser très rapidement et très facilement ces nouveaux outils qui sont donc le marqueur, puis la flèche en elle-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.